Bonsoir, soyez les bienvenus à notre troisième webinaire. Ce soir, nous traiterons de questions européennes et quelle politique la France peut-elle mener dans l'Union européenne, au sein de l'Union, pendant cette crise sanitaire et pour mettre en place des politiques de relance économique pour traiter les conséquences, en particulier du confinement. Ce webinaire sera animé par Nicolas Ravaille, qui est enseignant en géostratégie économique européenne et en intelligence économique. Alors, il y a un premier sujet sur l'Union européenne. On lit beaucoup que les compétences sanitaires ou les politiques de santé ne sont pas une compétence de l'Union européenne. Alors, c'est vrai au sens littéral, puisque c'est une compétence d'appui. L'Union européenne a trois types de compétences. Des compétences exclusives. Seule l'Union peut prendre des textes normatifs, règlements ou directives, les États membres devant les appliquer directement. Des compétences partagées, où en fait les États membres et l'Union européenne sont concomitamment compétentes et s'applique le principe de subsidiarité. Donc, par exemple, compétences exclusives, on a l'union douanière et les politiques de pêche, par exemple. Compétences partagées, on a tout ce qui a trait au marché intérieur, les règles de marché public particulièrement, ou les règles de concurrence. Compétences d'appui, on a effectivement les politiques de santé et les politiques culturelles, par exemple. Il n'en demeure pas moins que la manière dont les gouvernements ont réagi en matière d'achat de masques, d'achat de tests, etc., relève de compétences du marché intérieur, et donc l'Union européenne avait compétence ou a compétence sur ce sujet. Je vais donner la parole à Nicolas Ravaille pour son propos introductif. Monsieur Ravaille, vous avez la parole. Merci pour cette initiative et cette invitation à échanger ensemble. Donc moi, je travaille autour de l'Union européenne depuis maintenant 1994, donc ça fait plus de 20 années que je suis les politiques européennes, le Parlement européen, la dimension territoriale, régionale, beaucoup aussi. Et puis derrière, c'est aussi une expérience assez opérationnelle d'utilisation du budget de l'Union, en ayant travaillé pour la Commission européenne. Ce qui me surprend d'abord, c'est peut-être l'utilisation du terme crise. Crise, déjà, moi je suis juriste, j'ai été avocat, je suis inscrit à l'ordre parce que je fais aujourd'hui autre chose, mais ce n'est pas une interdiction d'exercer. Et donc, je ne suis pas économiste. Et j'entends les économistes qui nous expliquent pratiquement, maintenant ma naissance est bien ancienne, que nous sommes en crise. On change à chaque fois le nom de la crise, mais on est toujours en crise. C'était mon premier sujet d'alerte. Je ne crois pas fondamentalement que, hormis la question sanitaire, qui là est une gestion de crise, nous soyons en tout cas sur la question économique quelque part plus en crise qu'avant. On va devoir régler des problèmes plus difficiles, des tensions plus grandes, mais en réalité, et on le voit dans les réponses qui sont esquissées par l'Union européenne à la situation qu'on connaît aujourd'hui, et c'est le deuxième point par rapport au problème des crises, n'est pas une situation nouvelle. Ce n'est pas une situation nouvelle de savoir qu'il y a des déséquilibres entre le nord et le sud, entre l'est et l'ouest de l'Union européenne, entre les États membres, et que les réponses qui sont apportées par l'Union européenne sont des réponses qui sont en plus des réponses déjà évoquées avant ce qu'on appelle aujourd'hui la crise du Covid, avant ce qu'on appelle la crise sanitaire. Donc, moi, c'est le premier point que je voulais dire. Je pense que nous avons affaire à une guerre économique, mais pas à une crise économique. Et que la crise économique, c'est la conséquence, c'est le terme générique d'usage de ce que des philosophes qu'on peut lire comme Barbara Stiegler expliquent très bien sur la partie philosophie politique, néolibéralisme et en lien avec la santé d'ailleurs. Et à côté de ça, moi, mon propos est beaucoup plus opératif. Il s'intéresse aux réponses qui sont données par l'Union européenne. Vous l'avez évoqué,
en matière de santé, c'est vrai qu'elle n'a pas de compétences exclusives, mais elle a néanmoins, et je pense que c'est un point très important, une obligation d'introduire la santé dans l'ensemble de ses politiques. Si je ne vous dis pas de bêtises de mémoire, c'est l'article 165 du traité de fonctionnement sur l'Union européenne qui dit, mais très clairement, je vous invite à lire un article que j'ai écrit sur le sujet dans le think tank Sauvons l'Europe, où là, pour le coup, je suis catégorique sur l'intitulé de l'article. L'Union européenne a l'obligation de tenir compte de la santé. Et ce n'est pas parce qu'elle n'a pas de compétences d'ailleurs exclusives qu'elle ne peut rien faire, bien au contraire. Vous avez une décision de passation de marché conjointe, par exemple, pour des achats de matériel de protection en matière d'épidémie qui date de 2010, qui n'a pas été suivi des faits, ou en tout cas pas de manière assez significative. Mais ce qui veut bien dire que finalement, ce n'est pas parce que ce n'est pas une compétence exclusive qu'elle ne peut pas faire. Ça veut dire que la santé, ça reste une question majeure. Ce qui est important, c'est que quand on va sortir des tensions en matière sanitaire, donc on va se retrouver sur un terrain qui sera principalement économique. Et c'est pour ça, et c'est là où je salue votre initiative, qu'il faut commencer à travailler maintenant. Parce qu'après, c'est trop tard. Si on laisse filer ce qui est en train de se dessiner maintenant, plus tard, eh ben, on n'a plus les possibilités d'envoyer les messages et les signaux qu'il faut. La première réponse de l'Europe, si on exclut une petite part qui consiste à mobiliser son budget, c'est-à-dire principalement à enlever de l'argent aux politiques d'innovation pour les affecter très rapidement aux tensions économiques qui sont dans les territoires autour de cette crise, qui sont les quelques milliards d'euros qui restaient à dépenser sur le FEDER, le FSE et dans le budget de l'Union européenne. Donc, on va dire que cette enveloppe, elle est à peu près de 200. Donc, ça, ce n'est pas de la création monétaire, c'est du déplacement de lignes budgétaires, principalement pour permettre aux États membres de récupérer l'argent qu'ils ont donné à l'Union européenne pour faire face à cette crise. Donc, c'est purement un jeu d'écriture, ça n'a pas d'intérêt. L'autre réponse à cette crise, qui est la dette. La dette à hauteur de plus de 400 milliards d'euros. Et on nous explique que donc cette dette sera divisée en deux, gérée par deux organismes. Le problème qui est le premier, qui est le mécanisme européen de stabilité, qui s'est fait connaître principalement pour les initiatives qui ont été conduites en Grèce, avec ce que la République fédérale d'Allemagne a dit dans un communiqué récemment un peu surréaliste, en disant qu'il n'y aurait pas aujourd'hui les instruments de torture qui avaient été employés à l'époque. C'est franchement en plus assez partagé. On ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de problème en Grèce et que la Grèce n'y était pas un peu pour quelque chose et qu'en même temps l'Union européenne n'aidait pas. Et le problème est que donc, nous recourons à la dette et que ce soit via le mécanisme européen de stabilité, même sans les instruments de torture, dixit la communication de la République fédérale allemande, et la Banque européenne d'investissement, il faudra rembourser cette dette. Ce qui m'a amené à publier d'ailleurs un papier en disant que la France n'allait pas être placée sous tutelle comme la Grèce, c'est-à-dire une perte totale de contrôle où on lui disait tu dois couper cette dépense publique-là, tu dois lever cet impôt-là, etc. Là, pour le coup, on aura le choix. Mais il faudra quand même rembourser. Qui dit rembourser des dettes dit deux solutions. Ou votre pays connaît de la croissance et donc de la création d'activités économiques et donc il peut rembourser sans pratiquer de saignée, c'est-à-dire réduire les politiques publiques, vendre les actifs de l'État et prendre l'épargne principalement des classes moyennes parce que celle-là, elle est très disponible. Elle ne s'est pas barrée dans les paradis fiscaux. Ce qui veut dire que si vous ne voulez pas avoir recours à ces trois mesures qui sont des mesures bien connues pour rembourser les dettes, donc on ne va pas couper dans le budget de la santé, ça paraît très surréaliste. Si on prend dans celui de la défense, ben c'est suicidaire, on va se menacer, on va se vulnérabiliser. Si on prend dans celui de l'éducation, c'est catastrophique, elle est déjà très mal menée. Donc je ne vois pas où sont les marges en termes de réduction des politiques publiques en France. Je ne vois pas non plus la nécessité de vendre des actifs de l'État, sauf à s'appauvrir davantage, parce que les actifs de l'État, c'est ce qui est rentable. D'une part, ça ramène des dividendes ou des plus-values, et d'autre part, ça sécurise notre activité économique. On est propriétaire de notre économie. Donc, ce n'est pas en étant moins propriétaire de notre économie et en perdant ces ressources-là qu'on arrivera à rembourser les dettes.
Et puis en plus, ça marcherait qu'un coup et pas d'autres fois. Et si vous avez un haut prélèvement de l'épargne, vous avez une rupture du pacte social français qui, pour le coup, va se retourner immédiatement contre l'Union européenne. Et franchement, c'est semi-insurrectionnel. Donc, je ne vois pas d'autre solution pour rembourser ces dettes en milliards d'euros que de se dire il faut de la croissance, mais il n'y en a pas. Et il n'y en aura pas ou difficilement ailleurs parce qu'on n'est pas les seuls à rencontrer une situation de tension économique extrême. Et alors, vous vous trouvez confronté dans l'Union européenne à ces contradictions depuis 1987 qui sont générées par ce qu'on appelle l'achèvement du marché intérieur, qui fait que vous avez des États qui sont gagnants et vous avez des États qui sont perdants dans le marché intérieur européen. Et c'est là qu'est principalement moi mon sujet, qui consiste à expliquer que pour arriver à ces résultats-là, c'est-à-dire pour la France, 30 milliards d'euros de déficit, plus de 30 milliards d'euros de déficit annuel. Donc ça veut dire que c'est reconductible et de manière à peu près stable. On oscille entre 30 et 35 milliards d'euros de déficit commercial dans l'Union européenne. Quand vous avez par exemple des pays qui sont excédentaires, comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, l'Allemagne, c'est 15 milliards d'euros l'année dernière, 17 avant, d'excédent commercial en France. Les Pays-Bas, c'est 8. Vous avez ces pays-là, quelque part, nous, on paye leur système de santé et nous, on ne l'a plus. Alors, évidemment, cet excédent commercial-là, c'est pas que de la marge, mais si on estime que leur marge sur l'excédent commercial, elle est à un tiers ou même à 20%, c'est déjà des milliards d'euros. Et qu'est-ce qu'ils en font? Eux, ils réduisent leurs dépenses publiques et à côté de ça, ils investissent chez nous. Ce sont les premiers investisseurs chez nous. Donc, quelque part, on paye notre appauvrissement. C'est nous qui finançons le fait qu'ils rachètent nos entreprises et que donc cette spirale augmente et s'appauvrit. Cette situation, elle s'explique parce que vous prenez un État comme l'Allemagne, on peut dire qu'en tendance, c'est un État productif, il produit chez lui et en Europe de l'Est, ce qu'on a appelé l'ost politique, et il nous revend ensuite avec cet excédent récurrent. Et vous avez à côté de ça des États qui ne produisent pas, mais qui importent. C'est le cas des Pays-Bas. Je vous renvoie à un article que j'ai publié sur le site de l'École de pensée sur la guerre économique pour expliquer cette logique de chevaux de Troie, qui est essentiellement une logique belge et néerlandaise, qui importe principalement de Chine, mais aussi des États-Unis, et qui ensuite revend sans barrière douanière dans le marché intérieur. Donc, ce sont des pays qui sont totalement déficitaires avec la Chine. Ce sont les plus déficitaires dans la relation économique avec la Chine, mais ils s'en foutent parce qu'ensuite, ils nous revendent tout. Et donc, pour eux, c'est tout bénef. Ce qui veut dire que pour des pays comme la France, on est pris en tenaille par des États très productifs et par des États qui ne sont pas productifs. Les Pays-Bas, c'est 50% de l'excédent commercial allemand en France. Donc, je vous ai dit, l'Allemagne, 15 milliards. Les Pays-Bas, c'est 8 milliards d'euros. Les Pays-Bas, en population, en géographie, en structure économique, ne peuvent pas produire 50% de ce que produit l'Allemagne et nous le vendre. Ce n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Et c'est des phénomènes historiques qu'on connaît très bien. C'est la logique des commerçants de l'Europe du Nord qui est ancestrale. Et c'est toute la stratégie autour du port d'Anvers. Ce qui était d'ailleurs, et qui faisait beaucoup réagir la France, c'est que quand on a voulu durcir le ton par rapport à la Chine, et c'est d'actualité quand on parle de souveraineté économique, de retrouver notre souveraineté économique et en Europe et en France, nous, on a durci le ton comme Français, et les Pays-Bas, alors que c'est les plus déficitaires dans la relation économique avec la Chine, ce sont ceux qui, au niveau européen, ont bloqué la réponse européenne pour éviter justement de lier ces difficultés et ces tensions. Ce qui m'amène, et là je crois qu'on comprend bien par cet exemple, de dire qu'effectivement, ce n'est pas une situation de crise économique, c'est une question de guerre économique et que cette guerre économique-là, on la connaissait déjà avant. Je ne veux pas être trop long ou trop confus non plus, parce que comme en plus ce sont des propos qui ne sont pas forcément habituels, je veux juste dire, et puis je vous propose d'échanger entre nous, qu'il y a à ça deux raisons principales. Et je ne suis pas économiste, je suis juriste, mais c'était aussi un avantage peut-être pour avoir plus de recul et regarder le fonctionnement des économistes.
vous avez en France, et je pense que c'est pour le coup et une force et une carence, énormément de macroéconomistes, donc de gens qui vous ont expliqué sans le donner avec ce regard de guerre économique, ces déséquilibres, ils les expliquent principalement par la monnaie. Et c'est vrai, si on est réducteur, que la monnaie procure un avantage compétitif à l'Allemagne parce que ça lui permet de garder une monnaie forte, donc d'investir, et de vendre moins cher que si le marque était surévalué par rapport au franc. Donc nous achetons des produits manufacturés en Allemagne, nous, qui devraient être beaucoup plus chers si jamais on était resté dans la logique des monnaies nationales. Ça ne remet pas en cause la justification de la création d'une monnaie commune, mais ça justifie de retravailler sur la monnaie et de la rééquilibrer. Je vois mon ami et complice Paolo, qui j'espère pourra dire un mot sur le sujet qu'il connaît bien. Ça, c'est pour le volet macroéconomique. C'est 90% du temps de la France, tout gouvernement confondu, Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron, 90% du temps de la France consiste à demander une gouvernance économique de la zone euro et de demander des correctifs sur ces sujets-là. Zéro succès en 30 ans de diplomatie de la France sur le sujet. Zéro. Et donc, ça veut bien dire que ça coince. Et si ça coince, c'est que ce n'est pas la question du pourquoi. On m'a un jour dit, l'Union européenne, pour les Français, c'est pourquoi, pour les Britanniques, c'est comment, et pour les Allemands, c'est combien. Ce n'est pas la question du pourquoi. Ça veut dire que nous, on n'est pas bon dans le rapport de force pour rééquilibrer ça. Et puis, à côté des explications macroéconomiques, vous avez des explications microéconomiques, qui sont celles sur lesquelles je travaille, qui font que pour pouvoir sécuriser, les deux concepts ne s'opposent pas. L'un a besoin de l'autre et ils sont complémentaires. Mais moi, je suis plus spécialiste du deuxième, qui consiste à expliquer que pour sécuriser des intérêts économiques, par exemple, quand vous achetez une voiture chez Peugeot, vous allez acheter une voiture en chevaux DIN. DIN, j'ai mis longtemps avant de savoir ce que ça voulait dire. Ça veut dire Deutsche Institut für Normalisation. Donc, vous achetez de la norme allemande. Aujourd'hui, on parle plus en kilowattheure et moins en chevaux DIN, mais sur le catalogue commercial de Peugeot, vous avez encore les chevaux DIN parce que c'est ce que les gens comprennent. Et cette capacité à produire de la norme, c'est-à-dire de l'expertise scientifique, de la technologie, mais aussi de la stratégie politique, mais aussi du droit, mais aussi donc de la législation plus douce, pas du droit positif, et derrière des programmes européens, des financements européens pour sécuriser le tout, c'est ce qu'on appelle des stratégies d'intelligence économique Europe. Et c'est ce que travaillent à merveille les pays de l'Europe du Nord, et c'est ce qui font qu'aujourd'hui, eux, ils ont des excédents commerciaux quand nous avons des déficits. En résumé, quand vous avez 30 milliards par an de déficit commercial dans l'Union européenne, quand vous contribuez à hauteur de 8 milliards d'euros par an en contribution nette, et que vous êtes dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui, vous êtes dans une situation explosive qui ne peut pas durer et qui demande un rééquilibrage. Et c'est là-dessus qu'il faut essayer de travailler. Ce rééquilibrage-là, il participe peut-être un peu de ce qui est sur la table et de ce que les autres ne veulent pas, c'est-à-dire des euro-obligations. L'intérêt des euro-obligations, c'est de mutualiser les dettes. Alors moi, je suis assez prudent sur le sujet. Je ne dis pas que l'idée n'est pas intéressante. On va mutualiser la dette ensemble. Ce n'est pas intéressant pour l'Europe du Nord parce qu'ils se disent ça va annuler les bénéfices que j'ai dans le marché intérieur. Donc, moi, j'ai des bénéfices et puis ensuite, on me les reprend en devant payer la dette des autres. Donc, évidemment, ils ne veulent pas. Et c'est pour ça que c'est bloqué. Mais moi, je pense, et c'est un peu une erreur de la diplomatie française, mais aussi des pays qu'on peut qualifier latins, sont des pays, même si les situations ne sont pas pareilles, parce que l'Italie ou l'Espagne peuvent avoir des excédents commerciaux et quand même des difficultés, ce qui veut dire que les problèmes sont complexes. Le problème que l'on a, si on fait ça, c'est qu'on s'attaque aux conséquences, mais pas aux causes. Et une de mes suggestions les plus fortes, c'est de dire qu'il faut réguler le marché intérieur, ce qui ne veut pas dire être rigide en tout point. Ce n'est pas une économie étatisée, ce n'est pas une économie au sens de ce qu'on pouvait connaître avant la chute du rideau de fer. C'est simplement considérer que les échanges, quand ils sont trop déséquilibrés, créent trop de phénomènes d'appauvrissement. Et si vous avez des phénomènes d'appauvrissement, vous avez la problématique qu'on a en France aujourd'hui. On n'a plus d'argent pour les lits d'hôpitaux. C'est très humiliant comme Français de s'entendre dire que le Luxembourg ou l'Allemagne
sont solidaires pendant cette crise, alors que ce n'est pas vrai. L'Allemagne et le Luxembourg, ils ont accompli des gestes humanitaires. Mais que le Luxembourg prenne 5 patients dans un hôpital français qu'on n'arrive pas à soigner, enfin, c'est une situation dramatique, scandaleuse, scandaleuse. Je suis très heureux pour les 5 vies qu'on pourra espérer sauver comme ça, et toute vie qui peut être sauvée est bonne à sauver. Mais la réalité de ce que ça signifie, c'est que ça, ce sont des gestes humanitaires, ça n'est pas de la solidarité. Ça n'est pas de la solidarité. La solidarité consisterait à faire en sorte que le Luxembourg n'ait pas une fiscalité qui nous appauvrisse, ou que l'Allemagne n'ait pas des rouleaux compresseurs industriels qui viennent détruire nos tissus économiques. Et d'ailleurs, ce n'est pas elle que je vise en premier, c'est à nous de rééquilibrer. L'Allemagne, elle joue un jeu qu'elle a quelque part raison de jouer par rapport à ses intérêts. Je ne lui en veux pas particulièrement. L'important pour moi, c'est que la France, et ça ne peut pas se faire sans la France, je crois que des pays avaient essayé, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, et ils ont été lâchés dans les 10 dernières années par la France pour amener ces rééquilibrages-là. C'est que la France doit maintenant porter un message très fort de rééquilibrage économique où on va peut-être traiter des conséquences en mutualisant la dette, mais on va surtout s'attaquer aux causes de ces déséquilibres-là. Et les causes de ces déséquilibres, pour moi, très clairement, c'est de pouvoir, et c'est la première des choses qu'il faut faire, et dire on n'est pas contre les 4 grandes libertés qui sont la libre circulation des personnes, des marchandises, des services et même des capitaux entre nous, mais ça doit être régulé. Si vous voulez, peut-être dans le débat, je pourrais vous parler aussi de la question des investissements directs étrangers. C'est un sujet important, c'est comment les autres peuvent venir quelque part piller ou non piller notre économie. Et pourquoi, si on freine les Japonais, les Américains ou les Chinois dans les investissements directs étrangers, on aide l'Europe du Nord, ce qui pour des pays comme l'Italie, la France ou l'Espagne ou le Portugal, qui ont des entreprises très fragilisées qui risquent d'être pillées, n'est peut-être pas forcément plus doux ou mieux. La seule chose que je veux dire en conclusion, c'est que j'ai été très choqué et agacé de voir une communication en France très forte, par exemple, en disant que la France était le pays dans les plus attractifs sur le plan économique en Europe. Et quand vous regardez la source de cette information-là, c'est un sondage CSA auprès de 210 chefs d'entreprise, dont on peut même peut-être penser qu'ils étaient tous en France. Moi, je travaille avec les données de l'Institut européen des statistiques, avec les données d'Eurostat, et c'est l'information la plus importante qu'il faut garder pour comprendre ce qui, pour moi, donc n'est pas une crise aujourd'hui, mais une conséquence de succession de guerres économiques qui fait qu'on n'arrive plus à se soigner. C'est qu'aujourd'hui, et c'est l'affaire des Gilets jaunes aussi d'ailleurs, vous n'avez plus une seule région française en 10 ans qui, à part l'Île-de-France, je mets l'Île-de-France de côté, plus une seule région française dont le PIB par habitant est supérieur à la moyenne européenne. C'est catastrophique. Et ça, c'est le signe que notre économie s'effondre complètement. On peut contester le critère du PIB qui est très contestable pour plein de raisons, parce qu'il n'y a pas d'indicatif bonheur, etc. J'aime bien les économistes qui parlent de ça, mais la vérité, c'est que le PIB, c'est le critère le plus fiable et c'est celui qui nous donne le recul dans le temps pour comparer le plus fiable aussi. Vous aviez, il y a plus de 10 ans, il y a 15 ans, avec l'Allemagne, une équivalence de PIB entre la France et l'Allemagne par rapport à la moyenne européenne, en ce compris l'Allemagne de l'Est. Donc, ça veut dire que l'Allemagne avait déjà rattrapé terriblement. Aujourd'hui, vous avez l'Allemagne qui a progressé de 10 points dans les 10 dernières années et la France qui s'est effondrée de 10 points. Et quand vous avez plus dans le PIB, on met même des externalités qu'on appelle négatives. S'il y a une marée noire, on la compte dans le PIB. Donc, c'est pour vous dire à quel point la situation est dramatique. Même avec les externalités négatives, nous, comme Français, nous n'avons plus une seule région de France qui est capable de générer de l'activité économique plus que la moyenne des régions européennes. Et quand vous voyez cette carte rapportée à l'ensemble des régions européennes, vous voyez que c'est aussi vrai pour l'Italie, et même en Italie du Nord, qui était la région la plus riche d'Europe, plus que l'Europe, ça recule. C'est vrai pour l'Espagne, avec des petites exceptions en Catalogne et au Pays Basque, qui est encore même là. Et donc, on revoit bien les tensions économiques et les rapports de force qui s'installent aujourd'hui. Et donc, mon message, c'est de dire que pour que ça change, il faut à la fois clairement que la France, sur le plan politique, dise on ne peut plus fonctionner comme ça, il faut rééquilibrer et
les déséquilibres macroéconomiques et les déséquilibres microéconomiques. Il faut à côté de ça, et ce n'est pas que l'affaire du gouvernement, c'est aussi l'affaire des territoires, des chefs d'entreprise, des associations, des coopératives. Personne n'échappe aux enjeux européens. Il faut aussi que donc cette acculturation à cette Europe compétitive, et ce n'est pas un choix personnel, hein, je vous parle d'une réalité, ce que je vous dis est factuel, a d'ailleurs été rappelé dans le traité signé récemment par la France et l'Allemagne, où on rappelle que l'Europe est compétitive. Ça veut dire compétitive, c'est d'ailleurs assez amusant pour moi, parce que d'un point de vue d'interculturalité, ça ne veut pas dire la même chose. La France y voit le côté compétitif de son économie, et là, ce n'est pas amusant du tout. C'est qu'à chaque fois qu'on fait des réformes en France, on les justifie au nom de notre compétitivité économique, qui doit être meilleure par rapport aux autres. Et plus on fait ça, plus on recule en termes de PIB par habitant vis-à-vis des autres. Ce qui veut dire que d'un point de vue économique, c'est faux. On nous vend de la performance économique et au bout du compte, on a de l'appauvrissement. Ça veut dire que les causes, elles ne sont pas là. Les causes, elles sont dans l'investissement dans l'innovation et dans les stratégies politiques, juridiques, économiques, technologiques qu'on met en projetant dans le marché intérieur. C'est ça qui fait la création de richesse. Ce n'est pas du tout les réformes du marché du travail ou autre. Ça, ce sont des balivernes qui masquent les carences dans ce que je viens de dire. Et donc, être compétitif, quand on rappelle dans un traité franco-allemand que l'Europe est compétitive, ça n'a rien à voir avec la compétitivité au sens où nous, on l'entend en France. Et je viens de vous dire, et je crois que c'est vraiment un problème et qu'il faut le relayer, que quand on prend les résultats, il faut les juger aux résultats. Les résultats de ces politiques-là, c'est un appauvrissement économique. Ça veut bien dire que, donc, comme je l'ai dit, je me répète, les raisons sont ailleurs. L'Europe compétitive, c'est d'assumer ce que nous disent nos partenaires européens de l'Europe du Nord. Ils disent, vous connaissez la règle du jeu, vous l'avez signée, vous avez accepté le marché intérieur européen, vous êtes conscient que c'est une concurrence, que nous sommes à la fois vos partenaires et vos concurrents, et que donc vous devez vous organiser, et que dans cette guerre économique-là, c'est à vous de le faire, ce n'est pas à nous, nos concurrents, de vous aider à être bons. Donc ça veut dire, en gros, travailler sur vous-même. Et moi, mon boulot d'enseignant, c'est d'expliquer dans l'ensemble des universités où je peux aller qu'il faut faire ce travail sur nous-mêmes pour nous adapter à ces cadres-là. Ce n'est pas un jugement de valeur, que c'est d'ailleurs pas l'Europe en tant que telle, dans l'absolu, qui est responsable. Ça ne veut rien dire. Dire que l'Europe est responsable ne veut rien dire. C'est les politiques européens qui ont fait les choix de ces politiques-là et qui, à côté, n'assurent pas le suivi, où il faut donc travailler autrement qu'en silo. Il faut arrêter de travailler les juristes dans un coin, les économistes dans l'autre, les politiques au-dessus de tout ça qui partiraient dans des circonvolutions. Il faut que les ingénieurs, les centres de recherche bossent avec des juristes, des économistes, des financiers, et que tout ce monde-là génère de l'activité, et à commencer par la santé, parce que c'est la leçon de la situation dramatique que nous connaissons. La santé, c'est économiquement et socialement très rentable. Et là, il n'y a pas d'opposition du tout. Je travaille aussi beaucoup sur la défense, et je pourrais vous dire que la défense, c'est pareil. C'est économiquement, socialement, très rentable, et on pourrait même ajouter aussi que la dimension environnementale, elle n'est pas exclue de tout ça. Voilà. Merci. Est-ce que on va faire un premier tour de parole? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? À ce moment-là, vous levez la main. Hop, Monsieur Minier, hop, vous avez la parole. Oui, Jean-Luc Minier, donc je suis enseignant à l'École nationale de commerce à l'Université de Bourgogne. Donc, bonsoir à tous. Donc, j'aurais deux questions pour Nicolas. La première, je pense quand même que l'Union européenne, qui a choisi l'austérité budgétaire, a quand même utilisé la santé comme évidemment un élément, on va dire, de compression, une variable d'ajustement. Et que toute la situation que nous vivons aujourd'hui est quand même le résultat indirect de cette situation-là, avec en arrière-plan une désindustrialisation totale en termes de production d'outils et de médicaments, qui est quand même la résultante de la vision libre-échangiste de l'Union européenne. Et puis la deuxième question serait sur le niveau plus géopolitique, au niveau des axes politiques. Donc, est-ce qu'au couple franco-allemand, qu'on a souvent vanté comme clé dans la gouvernance européenne, ne substitue pas un nouveau couple, en l'occurrence germano-hollandais, et qui finalement évince une partie du sud de l'Europe, en particulier des préoccupations qui étaient les nôtres, qui étaient singulières, non seulement culturelles, mais également avec une vision qui était propre
liés au sud de l'Europe et notamment des pays à valeur monétaire réduite. Est-ce que là, ce changement de leadership, finalement, ne va pas provoquer justement une crise au sein de l'Union européenne, avec cette tendance qu'on a bien sentie en Italie, une volonté beaucoup plus marquée de rupture de l'Italie avec l'Union européenne? Répondez, Monsieur Rabaille, tout de suite, immédiatement. Ben, oui, mais merci beaucoup pour la question. Et puis, bon, j'ai quelques éléments de réponse, mais je crois que la question, elle emportait aussi pas mal. Et c'est bien, je crois, de continuer comme ça en affirmant des opinions. Tout d'abord, sur la santé variable d'ajustement, je ne suis pas le plus qualifié pour en parler, mais je discutais avec un journaliste de France 24 qui veut faire un papier là-dessus sur les délocalisations d'industries de santé. Je crois que l'Union européenne, mais ce n'est pas tant l'Union européenne qu'une majorité de députés du Parlement européen se sont fait rouler dans la farine par l'industrie pharmaceutique, qui leur avait promis en leur disant si vous nous protégez dans la propriété intellectuelle, donc sur les génériques, donc sur le fait qu'on n'allait pas diversifier la production, mais qu'on allait la leur laisser pendant plus longtemps, on vous promet que nous, on continuera à produire en Europe. Ils n'ont pas respecté, je crois. Il y a eu des enquêtes journalistiques qui sont lancées là-dessus et j'ai vu déjà quelques résultats. Il y a eu clairement là un deal qui était de dire OK, vous gagnerez plus d'argent pendant plus longtemps sur le droit d'usage de vos molécules, mais en échange de quoi vous restez chez nous. Et ils ne sont pas respectés, ils sont partis. La question qui se pose, et qui, je crois, est aussi donc dans la suite de votre propos, c'est comment on fait pour relocaliser. Et c'est là qu'on est confronté à une problématique extrêmement intéressante. Vous prenez l'exemple des usines de masques et du fait qu'en France, et notamment sur les réseaux sociaux, a beaucoup circulé le fait qu'il fallait réouvrir l'usine en Bretagne de production de masques. Si on le fait, et donc on le fait avec de l'argent public, on va demander à la Banque publique d'investissement, et je souhaite que ça soit fait, de capitaliser une activité économique pour relancer une production de masques. On sait le faire, il faut juste injecter de l'argent, reprendre les machines et produire. Et je vais vous donner un chiffre totalement fictif. Admettons que le masque il soit produit à 1 euro. Vous êtes dans le marché intérieur européen. Ce sont des marchés publics européens qui sont passés par Santé publique France pour des montants absolument considérables. En matière de santé, de temps en temps, on peut encore faire des dérogations. J'ai vu que quelques députés européens appelaient à renforcer ces dérogations-là. Mais normalement, vous êtes dans une logique d'appel d'offres. Et c'est très important parce que quand on reparle de recréer de la souveraineté économique dans les États, si on fait ça, on peut le faire, on peut capitaliser. Vous allez avoir des problématiques d'aide d'État qui vont déjà arriver. Il va falloir justifier pourquoi cette entreprise, pas cette entreprise, demander des autorisations. Ça ne va pas être simple. Mais en l'occurrence, en ce moment, tout ça est levé. Donc, j'ai écrit un papier aussi sur le site de l'école de guerre économique en disant dans les guerres, il faut attaquer. Donc, c'est le moment de se ruer et de le faire parce que là, les cadres sont allégés. Néanmoins, demain, vous aurez des commandes publiques qui seront régies par des règles européennes de marché public et vous allez vous retrouver avec un concurrent néerlandais qui, lui, va importer des masques de faible qualité en Chine à 20 centimes. Mais peut-être que ça correspondra à ce qui est mis dans votre appel. Et dans ces cas-là, vous aurez capitalisé votre entreprise, vous perdrez les marchés, votre usine sera faillite et l'argent de BPI sera perdu. Et c'est votre concurrent qui fera venir des trucs de Chine et qui inondera. Vous aurez peut-être le cas inverse, c'est-à-dire d'une production qui sera faite en partie en Pologne et en Allemagne avec plus de force de valeur ajoutée qualitative, qui sera normé de manière un peu plus sévère, ce qui permettra d'éliminer le concurrent chinois qui, en général, s'adapte très vite et très bien. Mais peut-être que ça lui mettra 6 mois ou 1 an ou 2 ans de retard et que donc ça donnera un avantage compétitif à l'industrie de l'Europe de l'Est. Et eux, ils seront à 50 centimes quand vous serez toujours à 1 euro. Et boum, votre entreprise, de nouveau, elle fera faillite. Donc, il n'est pas possible de recréer des industries souveraines en matière de santé. Il y a quelques petites niches, mais elles sont difficiles à exploiter. Et je peux vous démontrer ça aussi en matière de défense, alors que là, pour le coup, il y a bien moins de contraintes européennes. Vous ne pouvez pas avoir des industries souveraines en matière de santé
si derrière, vous n'avez pas une logique de régulation du marché intérieur pour éviter les phénomènes que je viens de décrire avec la problématique, par exemple, des marchés publics régis par les cadres européens ou même par les aides d'État qui vous interdiraient de recapitaliser vos entreprises. Et je vous réponds à votre deuxième question. Moi, souscris. Donc, ce n'est pas tellement… vous avez utilisé le terme de libre-échange. Je suis assez d'accord et j'évoquais même la logique néolibérale. Mais autant je suis plutôt d'accord dans l'analyse, autant je pense que ce que je crains, c'est que si on a un discours trop idéologique, même s'il est juste, il soit invalidant. Le problème pour sortir de là, c'est un problème de rapport de force. Et c'est plus efficace d'utiliser Eurostat. Je vous conseille aussi quelque chose que j'ai publié dans Variance, qui est la revue de l'ENSAE, qui est quand même une revue très objective. Ce n'est pas une revue du tout qui porte un message idéologique. C'est l'École nationale de la statistique et c'est ses anciens élèves qui publient ça. Et j'ai démontré avec eux, parce qu'ils m'ont relu, mais c'est moi qui signe, via justement l'Office européen des statistiques, que finalement, sans doute, il y a des visions idéologiques tout en haut de ça, mais que la traduction, elle est extrêmement violente. Et que moi, je m'attache plus au rapport de force politique immédiat pour défendre l'économie réelle, plutôt que dans la dénonciation logique qui a un peu tendance à nous enfermer sans trouver de réponse concrète, sans pour autant être en désaccord avec vous. Et sur le couple franco-allemand, voilà, qui n'existe pas, je pense que c'est une réalité. C'est la France qui s'arrime à ça parce qu'elle a peur qu'on pense qu'elle soit devenue trop faible. Il y a récemment une publication, je suis désolé, je vous renvoie, mais je trouve que c'est un peu le jeu entre nous aussi de donner des conseils et des lectures intéressantes au-delà de notre échange. Vous avez sur le déséquilibre franco-allemand une note de lecture qui est remarquable, qui est publiée par la Fondation Res Publica. Et la Fondation Res Publica a fait des travaux là-dessus et explique très très bien ce déséquilibre-là sous l'angle géopolitique. Je pense qu'en revanche, la grille de lecture économique, telle que je l'ai donnée à travers les déséquilibres du marché intérieur, n'est pas présente. Mais c'est un peu normal, c'est mon boulot. Moi, je ne travaille pas avec eux du tout, je ne les connais pas. Mais c'est mon boulot. Enfin, je suis allé à quelques-unes de leurs réunions que j'aime beaucoup, mais je ne suis pas adhérent, membre, ou je ne suis pas même idéologiquement dans cette mouvance forcément. Et je dois dire que je complète ces travaux-là en démontrant justement cet accord entre l'Allemagne et les Pays-Bas, les uns produisant, les autres importants, et on se met d'accord pour plumer les autres. Je ne veux pas être trop long dans les réponses, mais si vous voulez, je vous parle, j'arrête si vous voulez que je revienne sur l'Europe de la défense, je vous en donnerai un exemple parce que c'est une illustration extrêmement intéressante et violente. Il y a M. Paolo qui vous demandait la parole. Parfait. Alors, j'active son micro. Hop. Voilà. Oui, je peux toujours. C'est un plaisir de vous voir à tous et surtout d'écouter Nicolas, un très grand ami, un très grand chercheur de la question européenne. Tu as parlé d'une façon assez vaste et globale, mais comme tu le sais, je crois que moi, je suis portugais, j'habite à Bruxelles, donc je ne suis pas français, mais évidemment, je suis beaucoup le débat français pour plusieurs choses. Et une des choses, c'est évidemment que l'héritage administratif qu'on appelle napoléonique en portugais est très fort aussi au Portugal. Et je sais que Nicolas, il n'est pas tout à fait d'accord, mais moi, que j'ai observé de l'extérieur, j'étais vraiment surpris avec toutes les histoires que je vois sur la France. C'est-à-dire, il y a un type qui essaie de faire des tests. Il dit qu'on lui demande 20 fois plus de complications, de papiers, de justification que normalement. Il y a un autre qui veut faire une chose très normale, un type qui produit de l'alcool pour du vodka ou une chose pareille, qui veut faire de l'alcool sanitaire. Ce qui d'ailleurs, par exemple, c'est la première chose qui s'était fait là aux Açores, dans l'île, là, la petite usine de liqueur pour les touristes. C'est la première chose qu'ils ont fait, évidemment. Il n'y a plus de touristes, bon, mais tout le monde veut de l'alcool sanitaire. Bon, on le fait, c'est évident.
non, c'est pas possible, les brevets, l'autorisation, je sais pas quoi. Bon, j'ai écouté des histoires que je trouve absolument de terreur. Je ne veux pas dire disons, des tickets de la police, mais une maire d'une ville comme Saint-Quentin de dire non, non, le préfet a autorisé les gens à aller au jardin. Mais non, mais moi, je n'ai pas autorisé. Ah, parce qu'ils pourraient croire que ce n'était pas suffisamment grave et sérieux la question du virus. Donc, non, j'ai encerclé le virus, pardon, le jardin, et donc personne ne peut y aller. Les vieillards, vous allez dans la rue au milieu des voitures, ce que vous voulez, vous ne pouvez pas y aller. Bon, vraiment, j'ai vu disons, une culture administrative et surtout parce qu'il y a Macron. Macron était censé devenir, je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, mais il était censé devenir du secteur privé, enfin, la dynamique, pas la bureaucratie d'État. Et en effet, on voit une chose on se croyait un peu, je ne dirais pas la Corée du Nord, mais un peu, disons, un enfer bureaucratique. Et je sens que c'est là qui est le problème. Évidemment que ça se fait sentir aussi en Italie, en Espagne, au Portugal, mais ce qui m'a frappé le plus, c'est que la France est encore pire que chez nous. Est-ce que tu ne crois pas que c'est là, quelque part, qu'il y a le problème? Parce que quand même, l'Allemagne a fonctionné. Évidemment, elle avait fonctionné par un tas de choses, parce qu'ils n'avaient pas coupé le budget santé comme la France et comme tout le sud de l'Europe, enfin, un tas de choses. Mais quand même, ça a fonctionné mieux que la France. Et qu'est-ce que tu peux dire sur cette question qui vraiment me surprend beaucoup? Alors, merci beaucoup d'abord. Et puis bon, moi, c'est toujours un plaisir de regarder, retrouver et vivre notre complicité et nos échanges et d'avoir justement merci aussi pour ce regard parce que bon, peut-être que moi j'ai une réaction très franco-française et que je vois moins et donc c'est pour ça que c'est toujours utile d'avoir un regard européen bienveillant sur la manière dont les choses se passent chez nous et je sais combien tu le portes et tu nous le portes. Je crois que il y a sans doute des causes franco-françaises à ce problème-là et de réponse. Mais si je m'attache au lien entre l'Europe et la France pour expliquer pourquoi nous, en France, on en arrive à générer cette bureaucratie absolument surréaliste, je crois qu'il y a des raisons qui sont liées de nouveau à notre appauvrissement économique. Pourquoi on doit prendre ça? Parce que des masques, on n'en a pas. Des tests, il n'y en a pas. Et il n'y en a pas parce qu'on ne les produit pas, on n'est donc pas souverain, on n'a pas la maîtrise sur notre économie, et que quand on va les acheter ailleurs, en plus, on n'est même pas prioritaire. On se les fait piquer sur les tarmacs des aéroports en Chine et ils partent aux États-Unis ou ailleurs. Il faut savoir, et c'est quelque chose qui n'est pas sans précédent, et merci de l'avoir dit, parce que d'avoir soulevé sur cette question-là, parce que par exemple, les pays qui défendent le plus, moi je regarde les questions parlementaires, les pays qui défendent le plus, dont certains, comme des nationalistes flamands, le marché intérieur, vous n'avez pas pu replier sur lui-même et les intérêts de son territoire, qui n'est même pas un pays, qui est un État-région, la Flandre, c'est les plus prompts au niveau européen à défendre le marché intérieur. Et là, on est quand même face à une situation de paradoxe, c'est que vous avez l'Allemagne qui gagne énormément d'argent dans le marché intérieur sur le dos des autres, qui, en pleine crise, au début, dit « il est interdit à mes industriels d'exporter du matériel de santé, donc des masques, des tests, des respirateurs, etc., tout ce dont on a besoin, vers les autres pays de l'Union européenne. » Alors ça quand même, ça crée un précédent. Parce qu'on ne peut pas en permanence dire à la France, vous ne pouvez pas vous protéger parce que c'est une aide d'État, vous ne pouvez pas, etc. Oui, ok, je suis déficitaire de 30 milliards d'euros dans le marché intérieur, je ne peux plus réorganiser mon économie. Et quand il y a une crise sanitaire majeure, je ne peux même pas vous acheter du matériel parce que vous refusez de me le vendre. Il y a un truc qui ne va pas. Et là, ils ont créé un précédent. Et ce précédent-là, je suis désolé, il va falloir le réutiliser dans les rapports de force politiques pour rééquilibrer l'Union européenne demain. Ce que soulève Paolo n'est pas aussi qu'une question économique.
Je crois qu'il y a une autre raison et qui, moi, me choque particulièrement, et ça vaut autant pour l'Espagne, je ne peux pas dire pour le Portugal, je ne l'ai pas vu, mais je l'ai lu en Espagne, je l'ai lu en Italie et je l'ai entendu et lu en France. Il y a quand même en Europe, et c'est plutôt heureux, une charte européenne des droits fondamentaux, laquelle ne peut pas être utilisée en droit positif si elle n'a pas d'effet direct dans l'utilisation des mécanismes européens sur la situation nationale. En l'occurrence là, c'est a priori pas le cas, même s'il y a peut-être des petites niches qu'on pourrait rechercher, mais qui interdit ni plus ni moins l'eugénisme. On est quand même dans une situation où pourquoi on a créé la bureaucratie? Parce qu'on n'arrive pas à soigner tout le monde. Parce qu'on n'arrive pas à soigner tout le monde, aujourd'hui en France. Et que dans certaines régions, dont les Hauts-de-France qui étaient évoquées, si on a plus de 61 ans dans certains hôpitaux ou si on a plus de 70 ans, ben on n'a plus accès à la réanimation. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des médecins. Enfin, j'écoutais C'est dans l'air, il y avait un médecin qui rapportait ça. Ça, clairement, au niveau européen, moi je suis juriste, j'entends ça, je me dis il y a une violation des dispositions de l'article 3, alinéa 2, si ma mémoire est bonne, de la Charte des droits fondamentaux qui interdit l'eugénisme. On n'a pas le droit de trier entre les malades. Je peux comprendre, hein, d'un point de vue médical, qu'on n'occasionne pas des soins à quelqu'un qui peut avoir 30, 40 ou 50 ans en ne l'emmenant pas en réanimation, parce que pour le coup, ça serait plus douloureux pour lui, avec peu de chances sans doute de survie, mais vous avez aussi des gens qui ont 80 ou 90 ans, qui sont allés en réanimation et qui en sont sortis. Et donc, la bureaucratie, ben, généralement, la bureaucratie, c'est inventé pour casser et cacher des réalités comme celle-là. Et ça, ce sont des réalités qui sont en France et qui ne devraient pas avoir lieu, et qui, de nouveau, sont liées à notre appauvrissement économique, mais qui sont liées aussi à un non-respect des droits fondamentaux. Et ça, pour moi, c'est gravissime, parce que quand même, comme avocat et très attaché aux libertés aussi individuelles que fondamentales, j'ai du mal à le supporter. Et je crois, pour donner à Paolo une petite réponse très franco-française, c'est que très vite sont apparus des procès sur cette question-là et qu'en France, la crise qui est inhérente à ce virus-là en rappelle d'autres. Moi, comme juriste, au début de ma carrière, j'ai eu à travailler un petit peu sur la problématique du sang contaminé et surtout des gens qui travaillaient avec moi travaillaient beaucoup cette question-là, qui a donné lieu à des procès et à des condamnations très fortes de responsables administratifs et potentiellement à des poursuites aussi dans le monde politique. Et je crois qu'aujourd'hui, le monde politique français et le monde administratif français, il a conscience qu'il va y avoir des procès, il a conscience qu'il n'arrive pas à soigner tout le monde, que ça n'est pas gérable. Je condamne totalement l'usage de médecine de guerre. Le médecine de guerre et les médecins militaires l'expliquent très bien. C'est même faire offense aux militaires que d'utiliser ces termes-là. La médecine de guerre, c'est ailleurs et autre chose. Nous utilisons le terme médecine de guerre en France alors qu'il n'est pas justifié. La France, si elle est en guerre, c'est contre le manque d'hôpitaux, le manque de lits, le manque de masques, le manque de tout ce qu'on est. On n'est pas en guerre contre un virus. Le président de la République fédérale allemande, il a dit c'est un défi pour l'humanité, ce n'est pas une guerre. Donc, le terme médecine de guerre, pour moi, est utilisé à mauvais escient parce qu'il tend à justifier le fait que parce qu'il y a médecine de guerre, il y a tri. Et donc, parce qu'il y a tri, il y a bureaucratie. Et si on arrivait à soigner tout le monde et qu'on n'avait pas utilisé ce terme qui est inapproprié, eh bien, effectivement, on n'aurait alors pas derrière tout ce que décrit Paolo et qui paraît surréaliste, même si objectivement, on est quand même dans un pays qui, en matière de droit et de droit administratif, peut avoir des tentations naturelles à aller dans ce qui était décrit. On n'est pas non plus à l'abri de quelques travers pour des raisons historiques et culturelles. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Un petit point, vous avez parlé plusieurs fois de l'interdiction des aides d'État. On va rappeler quand même de quoi il s'agit. Les aides d'État, c'est l'interdiction des aides d'État, c'est l'interdiction pour un État de verser directement ou indirectement à une entreprise une somme de 200 à 300 000 euros en fonction des secteurs sur une période de 3 ans filant. Donc c'est ça l'interdiction des aides d'État. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole? Je veux bien poser une question. Oui, vous avez la parole. Merci pour vos propos qui nous éclairent beaucoup. Vous avez expliqué de manière très détaillée pourquoi l'Union européenne profitait structurellement à des pays comme l'Allemagne
Et je vais faire mon britannique et vous demander comment on pourrait la réformer, au sens où on ne peut pas imaginer réformer l'Union européenne sans convaincre les Allemands de cette nécessité. Or, on ne voit pas non plus pourquoi ils voudraient changer un système qui leur profite autant. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a un moyen tout simplement de les convaincre qu'il vaudrait mieux atteindre un optimum collectif plutôt qu'une situation qui les avantage? Ou bien il faudrait employer un rapport de force, mais qui risque d'être assez violent, avant de les convaincre de renoncer à tous leurs avantages? Eh bien, merci beaucoup. C'est une question qui appelle beaucoup d'éléments de réponse très intéressants. D'abord, je crois, et j'aurais tendance à dire, la France, elle doit être à la fois plus sympa et plus ferme. On doit être plus sympa avec l'ensemble de nos partenaires européens, mais aussi beaucoup plus ferme. Et on a une grosse opportunité pour le faire parce qu'il y a un truc quand même important dont on a oublié de parler, qui est le troisième volet de ce que prépare l'Union européenne après la dette, qui va être encore un peu de la dette et un peu de la subvention, qui est le plan de relance. Donc l'Union européenne prévoit 1 000 milliards d'euros de plan de relance, avec un désaccord entre le Nord et le Sud. Le Sud veut de la subvention payée par le Nord, et le nord de l'Europe en étant réducteur. Donc les Pays-Bas et l'Allemagne, eux, ils veulent de la dette qu'on rembourse. Quand même savoir de nouveau, nous, on est un peu comme la Grèce, hein, c'est-à-dire qu'on ne produit pas. Donc la seule différence, c'est comme on ne produit pas pour vendre dans le marché intérieur de manière équivalente aux autres, ben, la seule chose qui reste, c'est nous piquer de l'épargne. Ce que la Grèce n'avait pas, ou plutôt ce qu'elle avait, mais comme ils n'avaient pas confiance dans leur système, ils l'avaient évacué dans d'autres États membres avant. Et donc, pour moi, la première chose à faire, c'est de dire et c'est l'occasion, puisque nous sommes en train de discuter de ce qu'on appelle les perspectives financières, c'est-à-dire le budget pluriannuel de l'Union européenne sur 2021-2027, c'est le moment, par cet accord budgétaire-là, de dire, nous, ce système-là ne nous va pas. On est européen, on est attaché à l'Union européenne, mais on ne peut pas continuer avec ce déséquilibre-là. Or, jusqu'alors, c'est tu, ça n'est pas dit. Et ça n'est pas dit aussi parce qu'en France, ça souligne évidemment des carences qui sont des carences inhérentes à la manière dont travaille et fonctionne la France depuis des années. Donc, c'est la raison pour laquelle, si on les met au devant du jour, on souligne d'abord nos propres carences. Vis-à-vis des autres, ça risque rien, ils le savent. Donc, on n'affaiblit pas le pays si on dit la vérité. Eux, ils la savent et ils en profitent. Donc, il faut maintenant accepter de le dire. Et puis ensuite, il faut organiser le pays. Parce que, comme vous l'avez dit vous-même, on n'a pas de garantie que la négociation soit un succès. Et donc, si on devait rester dans ce cadre-là, je ne fais pas d'hypothèse sur une sortie de l'Union européenne, peut-être un jour, mais en tout cas, il peut y avoir des débats citoyens là-dedans. Moi, mon boulot, c'est de préparer les opérateurs économiques français à être performants dans le marché intérieur. Donc, je formule des hypothèses je propose des éléments de réponse à partir de cadres existants. Donc, si on reste dans les cadres existants, il y a tout à penser qu'on le sera, et vous avez plutôt raison, je pense, en n'étant pas très optimiste si vous ne l'êtes pas sur les chances de succès de cette négociation, alors il va falloir beaucoup travailler sur nous-mêmes, pour justement entrer dans la logique de l'intelligence économique en défendant ce que j'appelle depuis longtemps un programme national d'intelligence économique adapté au cadre du marché intérieur, parce que si ça ne change pas, on ne peut pas continuer à se faire défoncer comme ça. Après, et c'est le troisième élément de réponse, il faut quand même travailler, et c'était, je crois, le cœur de votre question, des éléments de rapport de force. Il y en a plusieurs. Monsieur de Morny parlait, par exemple, des aides d'État. Vous avez quand même des phénomènes. J'ai lisé hier une question parlementaire italienne qui relevait que la Commerzbank, détenue à 16% par des capitaux publics en Allemagne, avait dès le début de la crise dit qu'il fallait se séparer de tout ce qui était titre en Italie. Et les Italiens vont debout, mais vont debout. Vont debout. Il n'y a rien de pire. Non seulement ils subissent des conséquences économiques, je n'appelle pas ça une crise, des conséquences économiques terribles liées aux problèmes sanitaires, mais en plus, ils ont leurs partenaires européens qui, via des instruments financiers, sont en train de dire coulez-les, coulez-les. Mais ils hurlent.
Vous avez d'autres députés italiens, d'autres sensibilités politiques qui dénoncent les excédents de compte courant allemands, où il y a une règle qui dit, donc, ce qu'on s'est dit jusqu'alors, avec plus la balance des paiements que stricto sensu le commerce extérieur, mais de toute façon, quand vous avez autant d'excédents commerciaux, vous n'avez pas une balance des paiements qui est rééquilibrée. Et donc, ils hurlent en disant l'Allemagne ne doit pas aller de 6%. Le problème, c'est qu'il y a débat en Europe pour savoir s'il y a des mécanismes de sanctions ou non. Mais là, pour le coup, on n'est pas sans alliés. Vous avez clairement des alliés et vous avez de toute façon, parce que justement l'Allemagne a créé des précédents juridiques et sur ce que je disais tout à l'heure avec la suspension du marché intérieur et sur cette problématique d'excédent de coûts courants où la Commission européenne elle-même a reconnu que l'Allemagne appauvrissait les autres, et ça vaut aussi pour les Pays-Bas ou ainsi de suite. Vous avez un autre problème sur l'euro, par exemple. Vous avez la question de l'euro, vous avez la Suède. Si on respecte les traités, la Suède, on doit la forcer à entrer dans l'euro. Elle respecte les critères, donc elle doit entrer dans l'euro. Elle ne veut pas. Ouais. Boum. Donc là, il faut faire du droit. Et au-delà du droit, il faut du rapport de force politique. Et à un moment donné, eh ben, il faut refuser les accords. Et refuser les accords, ben, on ne peut pas forcément dénoncer les traités facilement. On peut très bien refuser l'accord budgétaire. On peut dire non. Alors, ça va bloquer. Mais on va bloquer quoi? Un système qui est déjà bloqué? On n'a rien à perdre. Il faut bloquer. Il n'y a pas d'autre solution. C'est un faux débat que de dire que la Grande-Bretagne bloquait l'Union européenne avant. Ils bloquaient ce qui était déjà bloqué et nous alors. C'est pas vrai, je crois. Et donc, tout est question de rapport de force. Je peux vous dire un petit mot sur la défense, qui est assez intéressant, très illustratif de ce rapport de force-là. Les Allemands viennent de décider d'acheter des F-18 aux États-Unis. 15 milliards d'euros. Les Belges, 45 milliards d'euros. Les Pays-Bas, à peu près l'équivalent. L'Italie l'avait fait, l'Espagne aussi. Nous sommes à plus de 100 milliards de commandes de matériel américain, de défense. En l'occurrence, l'Union européenne n'est pas compétente. Chaque État reste totalement souverain dans ce qu'il fait. Le problème qu'on a, nous, Français, c'est que quand les Allemands font ça, on a zéro moyen de représailles sur l'Allemagne. Les États-Unis, si les Allemands avaient acheté des Rafales, auraient dit aux Allemands, très bien, je vais taxer vos voitures. Ils font quoi à chaque fois? Et ça marche à tous les coups. Ce qui est très intéressant pour montrer que le problème n'est pas géopolitique. Quand Trump a été élu, nous, Français, avons essayé de convaincre les Allemands en leur disant, et ils étaient d'ailleurs convaincus par la géopolitique, les États-Unis deviennent moins stables, plus dangereux, donc il faut qu'on se protège plus entre Européens. Renforçons la protection des Européens ensemble. Tous les arguments géopolitiques concordent pour cela. Et plus on a des arguments géopolitiques, plus les Allemands, ils achètent américains. Il y a une inadéquation totale entre les peurs géopolitiques générées par Trump et le comportement allemand de ne pas construire, ou néerlandais, ou belge, ou même les autres, de ne pas construire une souveraineté européenne en matière de défense. Cette inadéquation-là, elle est liée au fait que l'Europe est excédentaire de 140 milliards d'euros par an depuis plusieurs années aux États-Unis et que l'Allemagne représente plus de 70 milliards d'euros de ces excédents commerciaux-là. À partir du moment où ils ont autant d'excédents commerciaux aux États-Unis, c'est très facile pour les Américains de dire « Vous ne voulez pas acheter les avions? Très bien. Je dis à l'Union européenne, eh ben, ça va taper sur les voitures allemandes. Donc, réaction de l'Union européenne, c'est « Qu'est-ce que vous voulez? Ah ben, touchez pas aux voitures, je jette sur l'agriculture, donc sur le dos des Français. » Et à côté de ça, vous avez sur les acquisitions de matériel une impossibilité pour la France de pratiquer la même chose que les États-Unis, parce que sinon la Commission européenne va ouvrir sinon on commence à taxer les voitures allemandes, l'Union européenne va ouvrir une procédure d'infraction contre la France pour non-respect des règles du marché intérieur et on sera condamné. Donc en gros, nous, on est piégés par les règles européennes pour pratiquer des représailles, quand les autres, c'est le boulevard. Ça ne va plus du tout. Et ce n'est pas lié à la qualité de nos technologies, ce n'est pas lié à la géopolitique et à l'intérêt d'avoir une défense européenne commune, ce n'est pas lié, etc. Parce que justement, il y a des tensions économiques renforcées avec la crise, l'Allemagne, elle se dit, mais plutôt que de partir avec une aventure avec les Français qui va provoquer le courroux des Américains dans la défense européenne commune, c'est quand même nettement plus simple de sécuriser ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire produire des voitures et de leur vendre, et en échange de quoi je leur file 15 milliards et puis je m'en fous, je leur prends une quarantaine d'avions pour ça et puis ça fera l'affaire. Et je me débarrasse du truc.
Et donc, cette logique-là, elle est plus possible. Elle est plus possible. Moi, je crois, pour vraiment revenir sur votre question, qu'il faut le dire maintenant. La première leçon de cette tension, c'est qu'il y ait plus d'expression en France pour dire, mais ce n'est pas le problème d'être pour ou contre l'Union européenne. C'est le problème, à partir du moment où on est dedans, de ne plus accepter un certain nombre de choses. Et de moins raisonner en logique idéologique, même si elles peuvent être justifiées, ou en logique géopolitique de déséquilibre, grands équilibres, intérêts. On n'est pas là à faire des combats trop intellectualisés. On est dans des rapports de force où il faut pouvoir dire, exactement comme pour les masses d'ailleurs, de dire demain on veut tel et tel type de matériel, on fait des commandes des passations de marché conjointes. Et sinon, mais non, pas d'accord budgétaire. Il faut être capable de dire il n'y a pas d'accord. Merci. Il y a Monsieur Poudesso qui a demandé la parole. Oui, bonsoir Mathieu. Donc j'habite depuis 20 ans maintenant en Allemagne, donc à Berlin. Et je suis donc un acteur dans l'informatique pour entreprise. J'ai un point en fait par rapport à la notion du rapport de force. Pour construire un rapport de force, il faut avoir bien sûr un consensus sur la manière de fait qu'on va en profiter pour passer des intérêts pour l'ensemble de la collectivité qui décide de poser ce rapport de force. Or, dans l'histoire des 30 dernières années, il y a un certain nombre de classes sociales françaises qui ont très bien profité de l'appauvrissement économique de la France et qui l'ont porté d'ailleurs avec beaucoup d'enthousiasme. Je me souviens quand j'étais jeune commercial en informatique encore à Paris, l'un de mes grands clients c'était Péchinet. Lorsque je suis revenu sur le marché français 18 ans après, j'ai été très surpris de découvrir que Péchinet avait disparu. Or, quand je vois l'historique qui a mené à la destruction de la filière aluminium en France, il y a aussi des gens qui étaient les patrons de l'entreprise qui avaient intérêt à mener cette opération de désindustrialisation pour leur propre poche. Et c'est l'un des sujets, je pense, qui pose un gros problème pour poser un rapport de force avec l'Allemagne, c'est que les classes sociales qui, généralement, alimentent nos élites politiques et économiques n'ont pas intérêt à ce rapport de force parce qu'elles profitent de la situation actuelle. Et en Allemagne, de la même manière, puisque si on veut créer un rapport de force, il faut aussi trouver des alliés, y compris dans l'espace d'en face, il y a des classes sociales qui ne profitent pas du tout de la situation actuelle de prospérité apparente de l'Allemagne. Il y a un appauvrissement considérable des 30% les moins fortunés en Allemagne depuis une vingtaine d'années. Ils ne profitent pas des excédents commerciaux, ils ne profitent pas de l'abondance de liquidités, ils ne profitent bien sûr pas de l'arrêt des investissements publics allemands, parce qu'ils sont au cœur de la démarche déflationniste qui renforce encore le fait que l'euro est sous-évalué par rapport à la force de l'économie allemande. Donc, ils en portent aussi le poids. Eux, ils subissent aussi une déflation à l'intérieur même de l'Allemagne. Donc, on a ici un sujet qui est comment est-ce que l'on reconstruit en fait les conditions d'un rapport de force. Ça veut dire qu'il faut renverser la table en France, puisque ce ne sont pas les élites actuelles qui vont le faire, ils n'y ont aucun intérêt. Et deuxièmement, comment est-ce qu'on va construire la relation avec les éventuellement alliés de l'autre côté du Rhin qui existent parce qu'ils n'en profitent pas de la situation actuelle et qui auraient besoin éventuellement d'un autre type d'accord entre la France et l'Allemagne pour pouvoir espérer en profiter. Si on parle tout de suite d'économie de transfert, par exemple, entre les régions européennes, il y a pas mal de régions allemandes qui vont être très, très, très contentes de la situation. La Bavière et le Baden-Württemberg vont râler. Ils râlent déjà à l'intérieur de l'économie de transfert qui existe en Allemagne. Ils ne veulent déjà plus payer pour Berlin, l'Allemagne de l'Est ou d'autres régions. Mais il y a là sans doute des alliés qu'il faudra aller chercher. Et un deuxième point sur la politique de défense, au moment où il y a eu le Brexit et Trump a été élu, l'Allemagne a eu une très grande peur, c'est de se retrouver justement obligée de s'accorder avec la France pour avoir une politique de défense commune. À la conférence de sécurité de Munich, qui est une des conférences de sécurité importantes chaque année, le président de la conférence de sécurité de Munich avait lancé l'idée que l'Allemagne devait se doter de l'arme nucléaire, de manière à rester indépendante de la France. Donc on voit bien que les logiques à l'intérieur du pays allemand, et Merkel l'a dit aussi dans sa campagne électorale de 2017 à de très nombreuses reprises, elle est là pour défendre les intérêts allemands et pas les intérêts européens, elle l'a dit dans le débat face à son adversaire du SPD.
ne sont pas du tout sur une logique de construire quoi que ce soit d'européen à partir du moment où ils y voient le risque d'une perte de souveraineté. Ils sont les premiers souverainistes en Europe. Donc, c'est les deux questions que j'ai. Un, comment est-ce qu'on fait alors qu'en France, on n'a pas le consensus pour faire un rapport de force parce que les élites sociales et économiques les plus avancées sont opposées à un rapport de force parce qu'ils en profitent de la situation actuelle. Et deuxièmement, comment est-ce qu'on va trouver des alliés, sachant qu'il y a cette très forte conscience souverainiste de la part des élites politiques allemandes actuelles. Merci. Bon, déjà, de manière générale, je ne veux pas laisser de questions sans réponse. Hein. Donc, s'il y avait des propos ou des désaccords, hein, même, je suis ravi de poursuivre l'échange. Je partage totalement ce que vous venez de dire en disant, qui rejoint un des propos déjà tenus, sur le fait qu'il faut d'abord travailler sur nous-mêmes. Si la France ne le demande pas, il n'y a pas de rapport de force. Or, aujourd'hui, elle ne le demande pas. Elle ne le demande pas. Et de nouveau, mon interprétation de ça, c'est qu'elle ne le demande pas parce que nos élites ont peur de souligner, sans doute, vis-à-vis de la population et de montrer trop de carences, quoi. Or, on n'en est plus là. On n'en est plus là. Donc, il faut d'abord que nous, on travaille sur nous-mêmes, de la nécessité de cette approche d'intelligence économique. Je vous recommande un ouvrage de Christian Arbulot sur la puissance, sur le fait que la France ne défend pas, ne croit plus à sa puissance. Et c'est d'abord ça, c'est d'abord ce travail sur nous-mêmes. Si ce rapport de force n'est pas initié par nous, il n'est pas possible. Donc, ça veut dire que, comme vous, je pense ça. Après, en vous écoutant, m'est venu un rappel historique. Bon, sur la situation allemande, vous n'avez pas les mêmes traditions politiques en Allemagne et en France du tout. Vous avez même dans l'histoire des tensions en Europe, pas du tout les mêmes réflexes. Vous aviez des sociaux-démocrates qui, au moment de la Première Guerre mondiale, étaient d'accord, ils ont voté les crédits de la guerre. Bon, aujourd'hui, je ne fais pas de parallèle. Hein. Je ne fais pas de parallèle, ce n'est pas les mêmes, mais je ne suis pas ni pour ni anti, ce n'est pas mon problème. Et justement, mon problème, justement, souvent, on peut me taxer de germanophobie. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est-à-dire, moi, mon problème, il est d'abord de travailler sur nous-mêmes pour rééquilibrer, justement. Je pense que l'Europe a besoin de retrouver ces équilibres-là. Néanmoins, je suis obligé de constater qu'en France, vous n'avez pas d'accord unanime de la classe politique pour amener à ce rapport de force-là, alors qu'en Allemagne, il y a un accord unanime là-dessus. Les sociodémocrates et les conservateurs, et même en grande partie les Verts, ce qui est d'ailleurs assez surprenant du côté français, sont plutôt d'accord. Les Verts allemands, quand Volkswagen avait fait un logiciel, l'affaire du logiciel truqué, ils ont défendu Volkswagen au Parlement européen. Quand les Verts français sont allés accuser Renault d'avoir fait des trucs alors qu'on n'avait pas de preuves. J'accuse pas les Verts non plus, d'ailleurs, ce n'est pas le parti, c'est des écologistes isolés et de manière sporadique, parce que je pense qu'aussi en France, et j'espère en tout cas que la tension sociale qui est générée en France là, va faire prendre conscience de ça dans l'ensemble de la classe politique. Je ne suis pas naïf, je la connais, mais ce n'est même pas la question. On n'en est plus de savoir si on est gaulliste ou si on n'est pas gaulliste, et si on a la fibre sociale ou si on ne l'a pas. Aujourd'hui, c'est l'état de nécessité. On est dans une logique d'état de nécessité. Et j'ose dire même que quand on tient l'idée européenne, si on n'entre pas dans cette logique de rééquilibrage des rapports de force, quand je publie sur le think tank, avec le think tank Sauvons l'Europe, ils sont europrogressistes et très fédéralistes. Moi, plus neutre. Mais je leur dis, et je crois qu'on en convient, ils ont conscience qu'il y a une réelle menace pour l'Europe. S'il n'y a pas ce rééquilibrage-là, et s'il n'est pas conduit sur la France, et s'il ne revient pas sur ce qu'on s'est dit précédemment, alors il y a une vraie menace pour l'Europe. Et ça serait dommage quand même. Ça serait dommage. Après, de nouveau, donc la situation, moi, je n'ai pas beaucoup de prise sur la vie politique allemande. Je ne peux pas convaincre des gens qui ne veulent pas être convaincus. Votre question, enfin, votre remarque est très intéressante. Moi, j'enseigne l'art d'avoir raison contre l'art de vouloir gagner. C'est Descartes contre l'empirisme. Plus en France on veut avoir raison, moins on gagne. Moins on gagne. Et on est vachement dans l'art de vouloir avoir raison. Or, en Europe, on ne convainc pas. Nous ne convaincrons personne. Ils nous connaissent bien, ils entendent nos arguments, ils n'en veulent pas. Parce qu'ils pensent que ce n'est pas leur intérêt ou parce qu'ils pensent qu'on n'est pas assez dangereux. Bon, mais maintenant, il faut que ça change. Donc, on ne convainc pas.
eh ben, il faut corriger, il faut corriger, il faut corriger ça. Donc, on ne convainc pas, ça veut dire qu'il faut passer à d'autres arguments, il faut passer à d'autres moyens. On a l'arme budgétaire, on a l'arme législative, on a quand même plein de moyens à faire valoir. Après, c'est aussi amusant, votre remarque sur le mouvement social en Allemagne. Parce que l'Allemagne, en 1905, si je ne dis pas de bêtises, parce que je ne suis pas historien, c'est elle qui a financé la déstabilisation de la Russie tsariste et qui a donc financé les mouvements ouvriers. Notamment, c'est très parlant, bon, moi je n'ai pas du tout de culture trotskiste, mais je n'ai jamais été dans ces mouvances-là, politiques, même en étant plutôt distant, mais c'est très bien expliqué dans ce que Trotsky a raconté dans l'histoire et dans la manière dont c'est fait. Et cette déstabilisation-là, elle l'a faite dans d'autres pays. Alors de là à demander à la France d'aller financer le mouvement social allemand pour déstabiliser le voisin comme ça va loin quand même. Je crois qu'on n'a pas besoin de le faire. Et c'est quand même une note d'espoir si on s'émancipe de cette réalité historique. On ne va pas faire comme ce qu'eux, ils ont fait il y a maintenant plus d'un siècle. J'ai été très marqué, moi, par ça, par un reportage que j'ai vu sur Arte, où j'ai vu qu'en Allemagne, et notamment dans le mouvement du logement social ou du logement à Berlin, il y avait des manifestations dans la rue contre BlackRock. Mais il n'y en a pas en France. Donc, c'est intéressant de se dire que nous avons, pour les Allemands, la culture d'aller très vite dans la rue et de gueuler très fort. Pour le coup, contre BlackRock, les Allemands, et c'est Arte qui nous le montre, ils ont un cran en avance. Donc, je trouve ça plutôt une note d'optimisme parce que ça veut dire qu'on n'a pas à nous financer par des moyens plus ou moins indélicats la déstabilisation sociale du voisin pour qu'il vienne sur nos bases, en rejoignant les déséquilibres internes au pays de la République fédérale, comme vous l'évoquez, et faire la même chose que ce qu'ils ont fait dans l'histoire. On peut espérer que là, pour le coup, les géants de la finance américains conduisent à cette solution-là. Mais, et puis après, c'est clair qu'il faut des alliés. Et là, de nouveau, ça pose la question de la responsabilité historique de la France. Si un pays qui est je crois pas, moi, je refuse moi les grands et les petits pays dans l'Union européenne. Mais il est clair qu'il y a des pays qui, par leur importance, leur population et leur géographie, sont assez incontournables aussi dans l'histoire. Je veux dire, si la France fait un peu plus que dire attention, je vous préviens, je vous aurais prévenu, si ça ne change pas, je vous préviens, je vous aurais prévenu, ça ne va pas continuer. Et en même temps, pourquoi les autres auraient peur? Il ne se passe jamais rien. Donc, si nous, on durcit le ton et qu'on garde cette logique de rapport de force, eh ben forcément, il y aura forcément un rééquilibrage. Et franchement, on n'a rien à perdre. C'est le début de notre échange. Quand on voit les réalités économiques qui sont les nôtres, qu'est-ce que nous, on a à perdre? Qu'est-ce que nous, on a à perdre? C'est eux, c'est le Nord qui a à perdre dans le système actuel. Ce n'est pas le Sud. Ou nous au milieu. Ça m'amusait parce qu'un jour, les Allemands m'avaient dit, vous, c'était à Munich, ils disaient, vous, les gens du Sud, je dis, vous êtes gentils, mais moi, j'ai grandi à Amiens. Les gens du Sud, on est toujours au Nord et au Sud quelque part. Donc, est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole, d'intervention ou de questions? Augustin, peut-être? Non, c'est bon, ma question a été traitée. Est-ce que vous avez des informations sur ce qu'envisage de faire le gouvernement français à l'occasion justement de la discussion sur la répartition de la charge budgétaire qui était prise, enfin qui était payée par l'Angleterre et les conséquences sur le budget européen? Parce que ça, c'est quand même un moment tout à fait singulier où il serait possible, pour ceux qui, en France, sont favorables au maintien de l'Union européenne, d'utiliser quand même ce levier budgétaire à ce moment-là, puisque il va y avoir une discussion sur participation supplémentaire et combien. Et en Europe, il y a quand même peu de pays contributeurs nets. Est-ce que vous avez des informations sur ce qu'envisage de faire le gouvernement ou pas du tout à ce propos, puisqu'on n'a vu aucune communication sur ce sujet-là, à ma connaissance?
Oui, merci aussi pour cette question. C'est avant donc, le drame sanitaire que nous connaissons, c'était le problème majeur auquel il fallait répondre. C'est-à-dire que le départ des Britanniques a complètement déstabilisé ce qu'on pourrait appeler la structure budgétaire européenne, puisqu'il fallait trouver 10% de crédit, quoi, à peu près. Et là, pour le coup, on a assisté à des guerres picrocolines, aussi franco-françaises. Est-ce qu'on choisit la politique régionale, moyennement intéressante pour la France? On paye plus qu'on ne reçoit et on n'utilise pas la totalité des crédits. Donc, c'est moyennement intéressant. Ou est-ce qu'on choisit la politique agricole commune, qui est budgétairement préférée par Bercy parce que plus rentable en termes de retour? Et en même temps, on comprend bien que la politique agricole aujourd'hui, elle doit évoluer parce que les évolutions sociétales, la souveraineté alimentaire, sujet très important avec cette crise, la manière de produire doit nous faire changer de logique. La Commission européenne étant quand même là pour le coup très libérale, très orientée vers des logiques de marché et nettement moins orientée vers du soutien public. J'espère au moins que les tensions sanitaires feront revenir au même titre que la souveraineté en matière d'industrie de santé, va se poser tout de suite aussi la question de la souveraineté. Pour la France, c'est extrêmement problématique. Le départ si vous pouvez regarder ça dans une étude faite par la douane française, remarquablement bien faite, tellement bien faite qu'elle donnerait presque des arguments aux Britanniques plus qu'aux Français dans les négociations, parce que pour nous, c'est le seul pays sur lequel nous étions excédentaires de manière très significative dans le marché intérieur. Donc, ce départ-là, il a une double conséquence. 1, moins de recettes pour le budget. 2, plus de risques pour nos exportations. Ce qui veut dire qu'il faut là avoir une stratégie de pays très spécifique qui demande de ne pas, a priori, se fâcher imbécilement avec la Grande-Bretagne. D'ailleurs, on n'aura absolument pas intérêt à le faire. Nous sommes alliés historiques depuis des années. Nous avons des intérêts communs et convergents. Il faut garder ces liens. Et à côté de ça, il n'y a pas de tour de passe-passe possible sur le plan budgétaire. Il serait intéressant pour la France de travailler des recettes européennes spécifiques. Certaines pistes ont été évoquées pour taxer les GAFA, taxer la finance, etc. Pas très sûr que ça puisse aboutir. Je ne comprends pas bien non plus les messages du gouvernement français en l'espèce. Je vois pour la première fois le ministre de l'économie et des finances, qui est plutôt conciliant en général, commencer à parler même de problèmes sur la monnaie, de dire que l'euro est un problème, que ça ne peut plus continuer comme ça. Je le vois en même temps se réjouir du fait qu'on recourt à la dette et qu'on trouve une solution à 440 milliards de dettes ensemble et peut-être encore de la dette demain avec les 1000 milliards du plan de relance. Je ne vois pas. Moi, j'appelle aussi une idée que j'ai soumise il y a longtemps, que la Commission européenne a reprise de manière extrêmement, enfin, pas que mon idée, hein, moi j'avais l'idée d'avoir un fonds souverain européen et eux, je connais ceux qui ont fait ça, ils sont totalement autonomes dans la pensée, hein, ils sont pas sous influence. Ils ont créé un petit outil dans la politique de recherche qui s'appelle l'accélérateur pour sécuriser le capital des entreprises, qui demain, en réponse à la crise, peut être un outil d'avoir un fonds souverain européen pour sécuriser le capital de nos entreprises. Ça, c'est quelque chose qui serait extrêmement utile, extrêmement intéressant. Aussi, pour une autre raison, il faut que l'Union européenne comprenne que les entreprises européennes sont des entreprises qu'il faut protéger. On ne peut pas avoir des capitaux publics qui capitalisent des entreprises qu'ensuite la Direction générale de la concurrence vient assassiner. On serait dans la schizophrénie complète. Et l'intérêt d'avoir des capitaux publics européens dans les entreprises européennes, c'est aussi de se protéger du régulateur concurrence qui fait des fois plus de zèle. On est parfois en Union européenne plus exigeant que l'OMC ne l'oblige, et parfois en France plus exigeant que l'Union européenne ne l'exige. Là, à un moment donné, c'est une forme de masochisme qu'il faut arrêter. Donc, il y a quand même des outils très intéressants à travailler. Ce fonds souverain européen, la régulation du marché intérieur. Je ne peux pas parler pour le gouvernement et ce qui conduit. Moi, je sais qu'une seule chose, c'est qu'il se détache d'une obsession franco-française de vouloir être le bon élève et d'aller chercher un accord à tout prix parce qu'il faut un accord. Pour moi, maintenant, c'est trop grave, les déséquilibres sont trop graves. Si on veut sauver l'Europe, il vaut mieux refuser un mauvais accord que d'accepter ce qu'on a toujours accepté au motif que sinon le système allait exploser et que la France allait être responsable du fait que l'Europe allait exploser. Ça, pour moi, c'est fini. Clairement, la leçon de ces tensions sanitaires-là et de ce qui nous attend sur le plan économique,
il est de ne plus accepter ce que jusqu'alors on acceptait. Et je le dis dans l'intérêt de la France, comme dans l'intérêt de l'Europe et aussi d'autres États européens. C'est quelque chose qu'il faut arriver à faire comprendre. On n'y arrivera pas par les arguments, mais on y arrivera par des logiques qui tendent plus vers le rapport à des négociations entre États et des rapports de force entre États. Et je souhaite que finalement, moins recours possible à la dette et le plus possible d'outils d'intervention communs pour sécuriser. Si vous avez encore 2-3 minutes, je peux vous parler des investissements directs. Oui, j'avais dit que je pouvais le faire. On peut le faire oui. Ça vous va. Donc, l'Union européenne a, pour le coup, très vite et très bien réagi en adoptant, je crois, le 25 mars, une communication qui vise à protéger beaucoup plus les entreprises européennes des prédations. Pour moi, la première menace de cette crise sur l'économie européenne, c'est que nos acteurs économiques, quels qu'ils soient, entreprises, coopératives, pour l'Europe, on dit entreprise au sens générique. La forme d'entreprendre n'est pas en soi… il y a des problèmes plus spécifiques après pour les coopératives, les associations. Mais donc, la logique entrepreneuriale qu'il faut entendre, c'est que, et c'est très important, parce que la leçon, c'est qu'il nous faut retrouver en Europe et en France, et même dans nos territoires, des éléments de souveraineté économique. Et que cette souveraineté économique, elle commence par sécuriser les capitaux de nos entreprises. Je n'ai jamais été très adepte ni privatisation ni nationalisation. Moi, je suis pour l'entrée du capital public et pour sa sortie. Je pense que de nouveau, ce qu'il faut, c'est réguler. Et pour ça, je crois que c'était il y a 15 ans, j'avais appelé à la création justement de fonds territoriaux pour faire du haut de bilan, prendre des parts en capital. Comme avocat, on pouvait faire des conventions anti-délocalisation, on gagnait devant les tribunaux, mais on ne pouvait pas exécuter les jugements. Donc, ce n'était pas du tout intéressant. Si on veut retrouver de la souveraineté et éviter les délocalisations, il faut du capital public pour sécuriser la propriété intellectuelle et pour avoir des pactes où on dit à l'entreprise, je ne me mêle pas de la manière dont tu conduis les affaires économiques de l'entreprise, ça n'est pas mon métier, mais moi, je te demande de jouer le jeu, d'être réglo, d'être fidèle avec le territoire, donc de garder de l'emploi et de la sécurité sur la propriété intellectuelle. Et aujourd'hui, la première menace, elle est là. Et vous avez des prédateurs en Chine parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Vous avez aux États-Unis, vous avez ça. Et donc, pour se protéger de ça, l'Europe a agi vite et plutôt bien par des mécanismes. J'aurais aimé que ce soit plus fort, sur les mêmes bases que ce que font les États-Unis. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, il faut encore, j'allais dire, militer et demander à l'Union européenne de renforcer ses mécanismes de protection vis-à-vis de la Chine et des États-Unis sur notre économie. Mais il faut, en plus de ça, faire très attention. Parce que quand vous vous protégez des autres, vous vous affaiblissez en interne. C'est-à-dire que vous gênez les Américains et les Chinois pour qu'ils viennent piller vos entreprises affaiblies, qui valent moins cher. Mais paradoxalement, donc, vous facilitez ces acquisitions-là pour ceux qui, en Europe, sont très riches et qui, de nouveau, sont dans la zone nord. Et là, pour le coup, comme je vous le disais pour la défense, à cause de la liberté de circulation des capitaux, avant c'était les marchandises, maintenant c'est des capitaux, vous ne pouvez pas vous protéger. Et c'est là où c'est fondamental que nous, très vite, on garde des outils de protection avec la Banque publique d'investissement notamment, pour ne pas faire ce que fait Bercy aujourd'hui, qui est de la régulation de sécurisation de paiement interentreprises. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais c'est très limité, c'est beaucoup trop limité. Il est urgent, et si c'est la première des urgences, c'est ça, c'est de faire très attention aux investissements directs étrangers, voire même dans la zone Europe. Parce que si on perd la propriété de notre économie, si on perd la propriété sur les entreprises, va y avoir des phénomènes d'ubérisation économique qui souvent d'ailleurs passent d'abord par le droit communautaire que par la finance, mais vous aurez des phénomènes donc de délocalisation et quelque part, on aura beau dire tout le monde, toute la classe politique, tous les citoyens, il faut retrouver la souveraineté, il faut retrouver la souveraineté, et au bilan des opérations dans 3 mois ou dans 6 mois, on en aura nettement moins. Et là, vraiment, moi, je lance là-dessus un cri d'alarme. La priorité des priorités, c'est ça. Et derrière, si on peut construire ce fonds souverain-là, s'appuyer sur ce qui a été fait avec l'accélérateur dans la recherche européenne pour le déployer, je crois que c'est un outil très intéressant. Et puis, à côté de ça, on revient sur cette nécessité. Et là, je n'ai franchement pas la réponse seule. Je crois que c'était très intéressant d'avoir cette multitude de témoignages qui vont
des déséquilibres économiques à l'intérieur des États membres, dont l'Allemagne, avec les appauvrissements, comme entre les États membres. Je crois qu'il ne faut rien négliger. C'est ce que moi j'aime dans l'intelligence économique, c'est qu'on ne travaille pas en silo. Et que donc, moi, j'ai de valeur ajoutée que par rapport à des gens qui n'ont pas les mêmes outils que moi. Ce qui veut dire que vos grilles de lecture dans nos échanges, pour moi, m'ont été très utiles aussi parce que je ne pense pas avoir seul la solution. C'est notre mobilisation commune avec des grilles de lecture différentes qui fait qu'on arrivera à co-construire ces solutions-là. Et je vous invite quand même, parce que c'est ma cause, à vous intéresser à cette notion d'intelligence économique qui, justement, s'enseigne d'ailleurs ailleurs qu'à l'IAE de Poitiers ou à l'école de guerre économique, hein, même si les cœurs sont un peu dans ces deux structures-là avec des intervenants, vous pouvez les solliciter, pour bien comprendre que cette démarche doit partir de nous-mêmes, du retour de notre puissance, sans aucune agressivité. Je le dis et je le redis, ma crainte est que la France devienne dangereuse parce qu'elle ne se sera pas bien défendue. Si on laisse passer un accord européen mauvais dans le cadre du plan de relance, si on s'endette et qu'on ne peut pas rembourser ses dettes, alors on va devenir dangereux. Et moi, ma crainte absolue, c'est que la France devienne dangereuse. Et quelle est la tentation de ce danger-là? Et ce n'est vraiment pas ce que je souhaite. Et donc, quand on me dit que mon discours est des fois un peu véhément, je dis eh bien non et non et non. C'est-à-dire c'est maintenant qu'il faut un rapport de force à la fois sympa et ferme pour retrouver un équilibre économique en Europe, parce que si on ne retrouve pas cette économie, alors nous, le pays, il va devenir dangereux. Et les codes d'alerte, on les connaît. On les a eus même avant le drame sanitaire que nous vivons. On le sait, on le sait. Et ça ne sera pas que sur des questions sociales. Ça ne sera pas que parce qu'on change le droit social. Ça sera d'abord, avec ce que je vous disais, l'appauvrissement des territoires sur le plan économique. Le PIB par région inférieur à la moyenne européenne est ce processus inéluctable. Si on ne corrige pas ça, le pays est dangereux. Et si le pays est dangereux, eh bien, on devient une menace pour les autres aussi, autant que pour nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment le drame qu'il faut éviter maintenant. Et il n'y a pas d'autre manière de l'éviter que d'aller au rapport de force, parce que force est de constater que depuis 20 ans, on emploie les mêmes arguments et qu'on ne convainc pas. Et que si on ne convainc pas, ce n'est pas que nos arguments ne sont pas bons, c'est de nouveau, on n'est que dans le pourquoi, on n'est que dans l'art de vouloir avoir raison, on n'est jamais dans la recherche de solutions sur comment on peut gagner. Il faut sortir de ça. Je ne suis pas un grand mathématicien, mais en conclusion, je vous dirais, c'est la logique du si et seulement si. Bien sûr qu'il faut construire des arguments, c'est un argument, c'est quelque chose qui est nécessaire, mais en Europe, pour changer les rapports de force économiques, ça n'est absolument pas suffisant. Il ne suffit pas que de construire des arguments, il faut être capable de mettre en place des stratégies pour les défendre. Et ces stratégies-là, on les trouve par la technologie, la science, le droit, le politique, l'économie, la finance, et je n'exclus d'ailleurs personne. Ça servira autant la cause sociale que la cause environnementale, que le rééquilibrage économique. Je vous remercie. Je crois avoir vu M. Paolo qui voulait intervenir peut-être. Ah non, il applaudissait, il était… D'accord. C'est au nom de notre complicité aussi, j'espère. Est-ce que quelqu'un veut encore intervenir? Parce qu'au vu de l'heure, je vous propose les dernières interventions. Pardon? Une main qui se lève. Alors, la main. main… Premier intervenant, dont je ne vois pas le nom. Ah, Monsieur Minier. Hop, vous avez la parole. Oui, merci encore pour tous ces éclaircissements. Une dernière question. L'avenir de l'économie et du rapport de force réside dans le tissu économique et entrepreneurial. Aujourd'hui, la France a beaucoup de start-up. Est-ce qu'on peut espérer du plan de relance européen qu'il y ait de l'amorçage, qu'il y ait effectivement de l'investissement pour permettre à ces start-up, notamment dans les secteurs stratégiques comme le numérique et l'intelligence artificielle, d'assurer peut-être la relève d'autres secteurs qui connaîtront nécessairement un dépérissement? Oui, le plan de relance européen, il est centré dans les propos constants de la présidente de la Commission européenne et rejoint par le Parlement européen, et je pense le Conseil là-dessus. Les 1 000 milliards n'ont a priori aujourd'hui que deux objectifs annoncés, la transition numérique et la croissance verte. Mais, pour moi, il y a un gros mais,
c'est que je crains, et je vous ai décrit par la norme et par le droit, la stratégie politique, les programmes européens, les financements, la violence du marché intérieur, moi je crains que ce plan de relance-là ne soit paramétré que sur les technologies dont sont déjà en possession les partenaires européens qui font plus de R&D que les autres. Donc, de nouveau, ça risque de n'encourager que les plus riches, provoquant encore plus de déséquilibre. Et c'est la raison pour laquelle, pour que ce plan européen de 1000 milliards soit équilibré, il faut évidemment de l'argent, il faut beaucoup d'argent, il faut espérer que ça ne soit pas que du recours à la dette, mais il faut être très sûr, parce que honnêtement, le concept de Startup Nation, c'est un concept bidon qui, pour moi, est purement marketing. Ça, moi, j'entends du marketing électoral. L'enjeu pour l'économie européenne et particulièrement pour la France, c'est d'être capable, et ce qui sous-tend dans votre question, qui était une de mes premières alertes, c'est que quand il ne faut pas aider tout le monde pareil. Moi, à titre personnel, je considère que, par exemple, on n'a pas vocation à aider des entreprises en France qui n'ont aucun caractère innovant, dont la seule activité est de vivre du moins-disant social et de la malbouffe, par exemple. Et vous comprendrez vite qui je vise. À l'inverse de ça, il faut être capable de défendre l'innovation. Or, si on mobilise les milliards d'euros, pour faire ce qui a été fait avec le CICE, c'est-à-dire donner la même chose à tout le monde. Quand j'avais eu ces discussions avec l'État en demandant mon programme national d'intelligence économique, ils m'ont répondu « on ne sait pas faire ». Je ne suis pas d'accord avec vous, on sait faire. La preuve, moi, je l'enseigne. Mais surtout, et c'est une des grandes difficultés, c'est que comme ils ne croient plus en eux-mêmes, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans une logique où on aide tout le monde pareil. Et aussi, comme le disait Paolo tout à l'heure, avec la peur d'être attaqué parce qu'on a donné plus à machin qu'à bidule. Et donc, on donne à peu près tout le monde pareil, et donc on bureaucratise les systèmes. Eh bien non, l'urgence absolue, c'est de concentrer le plan de relance sur l'innovation. Or, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est qu'on l'appauvrit. Parce que dès lors qu'on dit qu'on va sauver toutes les entreprises de la même manière, eh bien, et qu'on ne crée pas de monnaie, donc on enlève les budgets d'innovation pour les donner à des gens qui ne sont pas innovants. Ça, c'est un désastre. C'est un désastre. Et c'est un désastre aussi dans la compétition mondiale, pas que intra-Union européenne, vis-à-vis de la Chine et d'autres continents, et des États-Unis. Donc nous, on doit pouvoir sécuriser les budgets d'innovation. Et sécuriser ces budgets d'innovation, ils doivent aller dans ce qu'on pourrait appeler la R&D, jusqu'à la R&D très appliquée, d'une part, en ce compris ce que vous avez cité, donc les enjeux numériques, mais ils doivent aller aussi, et peut-être beaucoup d'ailleurs, dans des choses aussi qui sont en apparence moins innovants, mais qui sont quand même très importants en termes de souveraineté. Et je pense beaucoup à l'agroalimentaire. Et la souveraineté agroalimentaire qui, franchement, avec ce drame sanitaire, on n'est pas passé loin d'avoir quand même des problèmes, ou en tout cas, ça a eu une valeur de test sur les tensions alimentaires. Je ne passe pas du côté anecdotique de se ruer sur les rouleaux de papier toilette pour espérer les échanger au marché noir quand je ne sais pas quoi après, mais on n'en était pas là. Mais ça prouve très clairement le fait que si on avait une crise un jour peut-être plus grave, ou que celle-ci va durer, on doit vraiment beaucoup travailler ça. Donc, je crois que pour répondre à votre question, les 1000 milliards, il y a le fait de mettre de l'argent, il y a comment on le met et à qui on le donne. Et donc, pour moi, les priorités sont, on n'aide pas tout le monde pareil, on choisit l'innovation essentiellement dans les secteurs qui sont préfléchés par l'Union européenne et qui sont plutôt bons, mais pas seulement. On sécurise aussi avec ces milliards-là et notre souveraineté alimentaire et aussi notre défense. Parce qu'une attaque ne va pas sans l'autre. Le jour, au début de la crise, où vous avez eu une attaque, on pourrait dire déstabilisation générée par un virus, vous avez une cyberattaque sur la PHP à Paris, sur les serveurs, sur le système informatique de l'assistant public hôpitaux de Paris. Donc, ça veut bien dire qu'il faut se vulnérabiliser en rien. Ce qui, moi, me choque beaucoup, et ça répond aussi à l'interpellation de M. Demorny sur le gouvernement. Quels que soient les gouvernements en France, on nous oppose toujours des logiques d'arbitrage et de choix. Moi, je ne comprends pas ça, parce que l'Europe est un pays riche, même si on ne crée pas de monnaie, ce que franchement, on aurait quand même intérêt à faire, mais même si on ne fait pas ça, on reste un pays très riche, l'Europe. On est la zone la plus riche. Et à partir de ce moment-là, on n'a pas à choisir entre la santé, l'éducation, l'innovation et la défense.
Or, aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on est dans une situation de guerre économique, pourquoi on ne met pas la défense dans le plan de relance? Parce que ça appauvrit les Français là où ils sont bons. Or, tout le monde convient que, moi je ne dis pas que la défense c'est plus important que l'alimentaire ou que la santé. Je dis que quand on est un pays riche et qu'on peut tout faire, il faut être complètement mais inconscient de se dire que l'on fait des choix qui, en habillant un et en déshabillant l'autre, on déplace les problèmes. C'est ni plus ni moins ce qui a été fait dans la crise sanitaire. J'en ai pas parlé parce que c'est du franco-français. Mais si vous lisez le rapport du SGDSN, donc du SGDN à l'époque, le livre blanc sur la défense de 2008, c'était prévu. En 2013, c'était prévu, noir sur blanc. Pandémie avec crise de déstabilisation des populations, et de déstabilisation politique. C'était prévu noir sur blanc. Donc, on a une capacité d'analyse dans le pays qui est extrêmement juste et on a une grosse carence pour appliquer les analyses que l'on traite. Et pourquoi? Parce qu'au lieu de travailler ensemble, dans un contexte d'union nationale comme savent le faire nos voisins, nous entrons dans des guerres avec des logiques d'arbitrage où on dit bah, tiens, non, finalement, je peux rogner sur la santé parce que machin est descendu dans la rue et qu'il faut que je lâche 5 milliards pour le truc. Et puis, alors après, c'est pas parce que machin était dans la rue, parce que là, on trouve très bien de leur taper dessus. Et puis, on dit ben non, parce qu'il faut les donner à la compétitivité économique, parce que comme ça, on sera meilleur. Puis, au bout du compte, c'est encore pire. Donc, je crois que on n'a pas à faire. Je trouve que c'est une note d'optimisme. Je ne comprends pas que l'on soit soumis à des arbitrages douloureux quand on a les moyens de ne pas les faire. Parce que pour moi, les arbitrages douloureux, c'est fait pour ne pas faire les bons choix. Je ne suis pas giscardien, hein, donc ne voyez pas dans ma formule le bon choix, une référence à ce que dit Giscard, mais quand je dis le bon choix, c'est-à-dire aider les bonnes personnes par rapport, et les bonnes entreprises et les bons secteurs d'activité économique par rapport là où il y a de la nécessité sociale et de la concurrence forte. Et c'est pour ça que, de nouveau, l'innovation, pas aider tout le monde de la même manière, mais pas quand même abandonner, parce que honnêtement, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, moi, le pacte vert européen. Je vois plein de déclarations, je dis plein de trucs, mais si c'est incohérent d'avoir un pacte vert européen et puis d'avoir des logiques de cours mondiaux en matière agricole avec une incapacité à produire des choses en Europe qui ferait sens sur le plan environnemental, notamment parce que ça serait bien meilleur pour la planète, quoi. Et parce que aussi d'ailleurs peut-être meilleur pour les pays producteurs qu'on appauvrirait moins dans des logiques de déforestation, je ne sais trop quoi. Donc voilà, c'est là où il faut, pour moi, trouver d'abord en France beaucoup d'unité nationale, beaucoup d'unité nationale, sans chercher de logique d'opposition et d'arbitrage en s'entretuant de manière invalidante par des guerres picrocolines. Je sais bien qu'on m'a expliqué des petits à l'école que c'est ce qui avait fait causer la perte des Gaulois. Et bien là, il faut l'être un peu moins. Un peu moins gaulois ou un peu moins picrocolin. Mais totalement nous-mêmes. Mais totalement nous-mêmes. Vu l'heure, encore une question ou deux, et puis je vous invite à donner vos conclusions. Est-ce que quelqu'un veut encore intervenir une dernière fois? Oh, c'est juste une petite boutade peut-être. Allez, vas-y. Pierre Dedet. Donc finalement, si on suit bien le raisonnement, il faudrait que la France cesse d'être l'idiot du village planétaire. Je sais pas, oui, mais bon, c'est le problème, c'est que c'est l'idiot du village planétaire en voulant avoir raison. C'est qu'en même temps, on est quand même très donneur de leçons. Moi, je vis avec des Européens de toute nationalité qui nous trouvent souvent, on dit, très arrogants. Moi, je n'ai pas ce sentiment-là. Moi, je suis avocat de formation. Je suis habitué à ce qu'on appelle le principe du contradictoire. Donc, je suis habitué aux échanges et au fait qu'on s'engueule entre nous et qu'on aime avoir raison. Sauf que pour les autres, qui ne sont pas habitués à ces jeux politiques-là, même à ces joutes politiques-là, c'est de l'arrogance. C'est de l'arrogance. Et je pourrais donc surmultiplier ça. Donc, à la fois, on se fait avoir et en même temps, on est quand même un peu donneur de leçons en expliquant aux autres on a raison sur la manière dont il faut sortir des tensions et du reste. Et je vous citerai Alain Juillet,
qui est un des promoteurs de l'intelligence économique en France, qui était proche de Jacques Chirac, qui avait créé ça, qui un jour m'a dit, citant les Américains, il disait peut-être que mon pays fait des bêtises ou est dans une situation difficile, mais mon pays, ce sera toujours mon pays. Et vous n'avez pas d'autre moyen d'enclencher des rapports de force en Europe que par le pays. Je suis désolé, par les courants de pensée politique, on a essayé, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Vous prenez la droite européenne, elle ne s'entend pas. Vous prenez la gauche européenne, elle ne s'entend pas. Aujourd'hui, en Europe, les rapports de force, ils ne se font pas dans les champs des idées, ni au sein des partis politiques, ni entre les partis politiques européens. Aujourd'hui, les rapports de force en Europe, ils se font entre les États. Et c'est pour ça que moi, avant, je garde des convictions et j'encourage chacun à les garder. J'ai dit qu'à un moment donné, quand c'est trop grave et quand le pays peut devenir dangereux parce que trop appauvri, il faut être capable de retrouver un sens de l'utilité nationale, même si on n'est pas d'accord entre nous, même si on aura nos désaccords. J'étais très sensible aux propos qui étaient tenus, je crois, par Mathieu tout à l'heure, quand il disait « oui, mais bon, c'est les Français qui ne jouent pas le jeu ». Il a raison. Alors, je ne veux pas jouer les… J'ai été taxé suffisamment de fois de robespierrien dans l'âme pour ne pas me revendiquer à outrance et demander qu'on dénonce les traites. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Mais il y a un juste milieu entre chercher à ramener dans le bercail des gens qui ne jouent pas le jeu. Et pour ramener les gens dans le bercail qui ne jouent pas le jeu, avant de les dénoncer, on a plein d'outils très efficaces, à commencer par la fiscalité. La fiscalité, c'est la meilleure arme pour éviter les comportements déviants. Bon, ce n'est pas mon sujet, mais j'espère que vous ferez des trucs parce que j'encourage à fond votre initiative sur ce sujet-là, parce que ça corrigera beaucoup des mouvements déviants. Mais corrigeons les déviants qui sont chez nous et qui ne jouent pas le jeu, et puis trouvons cette unité-là. Et après, une fois qu'on aura trouvé de nouveaux équilibres économiques en Europe, alors pourront reprendre place des logiques politiques plus classiques où chacun se retrouvera sur des courants de pensée avec les deux peuvent cohabiter en même temps. Je ne vous demande pas de faire des dilemmes cornéliens, je ne vous demande pas, j'invite pas à abandonner des convictions politiques. Chacun doit garder ses convictions et son cœur et ses tripes en la matière. Ce n'est pas ça. C'est qu'à côté de ça, maintenant, il faut faire cohabiter forcément une unité nationale pour rééquilibrer les déséquilibres en Europe. Parce que si on ne le fait pas, à commencer par nous-mêmes, on devient dangereux et c'est très triste et on vaut mieux que ça. Parce que l'histoire de la France et son message, il est porteur d'espoir. Bien, je vous remercie beaucoup pour cette conférence webinaire. Je remercie aussi tous les participants. Je retiens dans votre conclusion qu'en fait, pour qu'une force soit appliquée, il faut qu'il y ait un vecteur de force et que le vecteur de force le plus efficace, c'est encore le pays, en ce qui me concerne, la nation. Il a été évoqué tout à l'heure le risque alimentaire. Eh bien, je vous invite à participer à notre webinaire demain soir à 18 h qui justement va se poser la question, c'est comment surmonter les fragilités alimentaires dont le Covid-19 a servi de révélateur. Et ce sera fait avec Romain Dureau, qui est ingénieur agronome et doctorant en économie. Je vous invite aussi le 1er mai à notre conférence sur l'application du droit du travail ou son inapplication pendant la période de confinement. Je vous remercie tous. Merci, Monsieur Ravaille, et je vous souhaite une bonne soirée.